Bonjour chacun de l'histoire et bienvenue dans cette seconde vidéo sur l'opération dissuasion de l'agression menée par les rebelles syriens du 27 novembre au 8 décembre 2024 et qui aboutit à la chute du régime de Bachar al-Assad. Dans la première vidéo, je vous avais expliqué ce que l'on appelle les FSO, les facteurs de supériorité opérationnelle permettant de comprendre comment les rebelles ont pu remporter une victoire totale et si rapide. D'ailleurs à ce propos, un grand merci pour tous vos commentaires. Dans cette seconde vidéo, on va aborder le cœur du sujet, les opérations elles-mêmes, puisque je vais vous faire revivre les événements au jour le jour. À commencer par la première phase, la bataille d'Alep du 27 au 30 novembre 2024. Mais avant que je ne débute, je tenais à remercier tout particulièrement une personne. Mathieu Morand, qui est spécialiste de l'histoire militaire au Moyen-Orient et du Liban en particulier. Il a écrit de nombreux articles qui étaient postés sur le très regretté blog de Stéphane Mantoux, mais aussi celui de Shadi Rachid, Military in the Middle East. Il a également participé à l'écriture d'ouvrages comme celui sur l'AML 90 Panhardtz de Samer Kassis. Mathieu Morand m'a beaucoup aidé dans la réalisation de cette vidéo. Dans de nombreux échanges qu'on a eus, il m'a apporté de nombreux détails sur l'armée arabe syrienne que je ne connaissais pas. Autant de détails que j'ai intégrés dans cette vidéo qui par conséquent, je l'espère en tout cas, vous sera beaucoup plus agréable et intéressante. Donc Mathieu, franchement, un grand merci. J'ai mis le lien de sa chaîne Twitter dans la description. Alep, une victoire inattendue, c'est parti. C'est donc le 27 novembre que débute cette offensive des rebelles nommée Opération de dissuasion de l'agression, qui à l'origine, je le rappelle, n'a absolument pas la prétention de renverser le régime de Bachar Assad, pas même de s'emparer d'Alep. L'objectif est avant tout d'étendre vers l'est la zone de contrôle de HTS, permettant à la fois d'éloigner l'artillerie de l'armée arabe syrienne qui cible régulièrement Idlib et ses environs, et d'y réinstaller une partie des centaines de milliers de déplacés qui se sont accumulés dans la poche d'Idlib depuis une demi-douzaine d'années. L'attaque se concentre d'abord dans toute la partie située au nord de la ville d'Atarib, sur un front de 25 km, une région plus vallonnée avec des collines rocailleuses, comme on peut le voir sur cette vidéo montrant la montée en première ligne d'une colonne de HTS, constituée d'IMV, de Technical, mais dépourvue de blindés. Alors que les rebelles de toute façon ne disposent qu'en faible nombre. Seule une quarantaine aurait été utilisée selon Wassim Nasser dans son intervention au collimateur, une mission que je vous conseille chaudement. Cette autre vidéo montre la même manœuvre, c'est-à-dire une montée en ligne des troupes d'HTS, avec là en revanche un peu plus de blindés, dont beaucoup ont été modifiés, comme ici ce BMP-1 avec un tourello improvisé, et juste derrière un M113 provenant de l'armée turque. Ici, c'est un T-55 que l'on connaît par son train de roulement à 5 galets, avec un espace entre le premier et le second. Petit détail dont j'avais déjà parlé lors de ma série sur l'opération Rameau d'Olivier, ces bandeaux de couleur, ici jaunes, portés par les combattants. Si lors de l'attaque sur Afrin en 2018, ces bandeaux distinguaient les différentes milices pro-turques, là c'est un petit peu plus difficile à se prononcer car dans 95% des cas, c'est la couleur jaune qui est portée. En tout cas, cela permet de se distinguer visuellement et évite les tirs fratricides. Pour ce qui est du côté loyaliste, je m'appuie essentiellement sur Gregory Waters, un spécialiste du conflit syrien et de l'armée arabe syrienne et qui à partir de l'open source a essayé d'identifier la position de chaque unité du régime. Alors selon lui, le secteur attaqué est essentiellement défendu par la 30e division, unité créée par la garde républicaine en 2017 pour regrouper presque tous les éléments combattants dans la région et qui a beaucoup souffert lors des offensives de 2019-2020. Malheureusement, la précision ne va pas jusqu'à la position des brigades de cette division étalée de Sarakeb jusqu'au secteur de Al-Bab. Gregory Waters évoque juste les 102e, 107e et 152e brigades. En revanche, il y aurait la 106e brigade de la garde républicaine autour de Zerbé et la 105e brigade de la garde républicaine qui avait été envoyée par Damas en prévision d'une offensive des rebelles et que l'on reconnaît à son camo typique jaune sable. Des milices locales chiites également, comme celle de Zahra et de Noubel, la brigade d'Irakiens chiites de Zulfikar et un bataillon de la brigade Al-Quds tout au nord. Cependant, il ne faut pas imaginer une ligne de défense en continu, type Première Guerre mondiale, mais plutôt une série de positions entourant cette poche d'Idlib, à l'image de la base du 46e régiment, un point fort sur une hauteur faisant face à Atarib et situé sur la route Idlib-Alep. On peut citer également celle de notre conscrit de 23 ans, Farhan Al-Rouli, dont on a utilisé longuement le témoignage dans la première vidéo, et qui nous explique que sur les 9 hommes qui auraient dû garder cette position, alors qu'ils ne localisent pas malheureusement, seuls 3 sont présents, les autres ayant acheté leur absence à leur officier. Et ce sont donc sur ces défenses insuffisamment garnies que les rebelles se lancent.
Alors tandis que vous voyez à gauche des images de l'attaque dans le secteur de Hourem al-Koubra, je vais vous raconter celle qui a été menée au nord dans le secteur de Tamoura, grâce au témoignage publié dans le Guardian d'Abu Obeida, commandant de la brigade de la Tempête du Nord, une des unités de l'ANS qui participe à cette offensive. Selon lui, l'attaque sur la position loyaliste, qui serait tenue par des hommes du Hezbollah, commence par une salve de 40 roquettes. Puis vient l'assaut de 200 hommes appuyés par des camionnettes équipées de mitrailleuses. Aucun blindé, contrairement à ce que vous voyez ici à Hourem al-Koubra, où les rebelles bénéficient de l'appui d'au moins un blindé. Toujours selon Abu Obeida, une quarantaine de défenseurs auraient été mis hors combat durant l'attaque, avant que la centaine d'autres ne prennent la fuite. Mais au moins là, les rebelles se sont vus offrir une résistance, ce qui n'est pas le cas partout, surtout dans les positions tenues par des hommes de l'AS, minés par la corruption, un faible moral et un sous-effectif. Farhan al-Rouli explique aux journalistes que lui, à la première vue de l'ennemi, il a abandonné aussitôt ses armes et enfilé des vêtements civils avant de partir vers le sud. Une attitude imitée dans de nombreux autres secteurs, comme le montrent ces images filmées par un drone au-dessus de Rubta al-Jabal, présentant l'abandon précipité de la localité par des soldats loyalistes, j'en compte 14. Une prise qui est confirmée par cette autre vidéo filmée dans la localité par le militant Tarer al-Omar, qui avait obtenu un entretien avec Joulani en 2019 et qui là se fait filmer depuis le centre de la ville, avec là encore ses couleurs distinctives, que ce soit du jaune ou du violet. Dans la journée, HTS s'empare également de la fameuse base du 46e régiment. Alors sur cette vidéo, on peut observer deux de ses défenseurs capturés, dont l'un est visiblement en état de choc. Normalement, ce sont des miliciens palestiniens du Liwa al-Quds et des Iraniens du corps des gardiens de la révolution islamique qui la défendaient, mais ces derniers étaient déjà partis, ou en tout cas étaient en nombre beaucoup moins important, pour des raisons que j'ai expliquées dans la première vidéo. Avec la prise de cette base, c'est déjà une position en hauteur depuis laquelle Attarib était souvent bombardé qui est neutralisée. C'est également le verrou sur la route d'Alep qui saute. C'est enfin un lot d'équipements lourds abandonnés qui tombe dans l'escarcelle des rebelles, comme le montre cette vidéo où l'on voit 2 chars et un BMP-1, visiblement en parfait état. Une prise pour l'instant mineure, mais vous allez le voir, qui n'est que la première d'une longue série. On sera amené à en reparler à la fin de la vidéo. D'ailleurs, une autre vidéo montre la capture d'un T-72 et d'un BMP-1, mais il est possible qu'il s'agisse des mêmes que ceux de la base du 46e régiment. Là, c'est un autre char, un T-72, qui a été capturé dans la nuit, et ce qui est intéressant, c'est ce drapeau. C'est celui d'Harakat Nour al-Din al-Zenki, l'un des 6 groupes qui ont fusionné pour fonder HTS. Dans la foulée de la prise de la base du 46e régiment, les rebelles pénètrent dans Ouroum Assougar, situé juste après, à l'est, et cette vidéo montre avec quelle facilité les rebelles entrent à l'intérieur du village. Les défenseurs de l'AS semblent complètement surpris, totalement passifs. C'est comme si finalement les 4 ans de défense passive avaient participé à l'endormissement des loyalistes qui ne prenaient peut-être plus au sérieux l'éventualité d'une attaque de grande envergure des rebelles. En tout cas, leur résistance s'effectue de manière désorganisée, les milices étrangères offrent une défense certes plus sérieuse dans quelques points, mais elles subissent un effet domino, c'est-à-dire qu'elles doivent se replier car débordées sur des positions abandonnées par des conscrits. Gregory Waters cite une page de plainte de l'AS du 27 novembre indiquant que, je cite, 3 brigades de la 30e division étaient tombées en moins d'1 heure, avec plus de 70 soldats tués et des commandants de bataillon abandonnant leur unité. Si bien que les rebelles opèrent partout une progression importante depuis leur ligne de départ. Alors ce qui ne se fait cependant pas sans perte, cette photographie montre l'un des rebelles tués dans la journée. Je n'ai pas son nom, mais ce qui est intéressant c'est sa provenance. Un habitant de Kousseir, qui est situé au sud de Homs, où il en avait été chassé par le Hezbollah en 2013 avant de se réfugier à Idlib. À l'issue de la journée, les rebelles se sont emparés de 70 km² avec une trentaine de villages comme Bisratoum, Kafertal, Anjara. C'est de cette dernière localité d'ailleurs que proviennent ces images où l'un des membres de HTS effectue une prière à côté d'une statue, ce qui a permis de géolocaliser l'endroit avec précision. Là, il s'agit d'un autre homme de HTS qui commence à opérer une destruction des symboles affichés du régime. Les rebelles syriennes parviennent donc à une dizaine de kilomètres d'Alep, dont l'aéroport de Nerab, qui est situé à l'est de la ville, est frappé par une attaque de drone suicide. Voici d'ailleurs la photographie de l'un d'entre eux, qui est saisi à l'ouest d'Alep. On voit l'aspect rudimentaire de ce dernier.
Et je dois bien vous l'avouer, même si j'avais entendu parler de tous ces succès le soir même, je n'y avais pas plus prêté attention que ça. Car pour moi, en fait, même si effectivement c'est la plus grande attaque des rebelles depuis 2020, il ne s'agissait que d'un feu de paille qui ne déboucherait que sur quelques modifications territoriales locales, mais sans plus. Le 28 novembre, jour où Bachar al-Assad se rend à Moscou pour rejoindre sa femme Asma, s'y faisant soigner d'une leucémie, les rebelles exploitent leur succès initial de la veille et continuent leur progression. Zerbé, Kafr Aleppo, on voit ici les troupes fêter leur succès tôt dans la nuit, les rebelles parviennent même jusqu'à Haléis, Anadan et Khan al-Assal. Très important car cette localité se situe dans la périphérie d'Alep à moins de 10 km de son centre-ville. C'est dans cette commune de Khan al-Assal que l'on a pu assister à plusieurs scènes, comme ici où ce camion des forces gouvernementales sur la route 60 a dû faire l'objet d'une embuscade. Vous pouvez voir d'ailleurs ici une image qui a été prise a posteriori montrant le même camion sous un autre angle. C'est également là que ce T-55 et ainsi que ce BMP-2 ont été capturés. Et le camo de ces deux engins montre que la localité a été défendue à la fois par la 25e division et la 105e brigade. Mais comment se fait-il que les rebelles, depuis leur ligne de départ jusqu'à la lisière d'Alep, aient pu avancer comme ça sur 15 km en moins de 48 heures ? Alors je ne reviendrai pas sur l'état de déliquescence des forces syriennes que j'ai déjà décrit en détail dans la première vidéo. Sous-effectifs, faible morale, usure durant les offensives de 2019 et 2020. Selon un commentateur pro-Assad repris par Gregory Waters, 2800 soldats se seraient rendus rien que dans la première journée. Ce que je peux ajouter, c'est l'absence de profondeur du dispositif défensif des forces loyalistes, en raison d'un manque d'hommes, si bien qu'une fois rompue la première ligne tenue par la 30e division, les rebelles ont pu se déverser dans un espace relativement plat et enchaîner les avances. Pourtant, l'armée syrienne aurait pu faire intervenir des unités stationnées à proximité. Je n'en ai pas encore parlé, mais au nord d'Alep, jusqu'au lac d'Assad, stationnaient les 1ère et 3e divisions blindées, et le 78e régiment de la fameuse 25e division, dite de mission spéciale. Tandis qu'au sud d'Atarib se trouve le restant de la 30e division blindée, puis des éléments de la 25e division et 2 brigades du 5e corps dans le secteur de Sarakib, ainsi que 2 brigades de la 11e division blindée au sud de cette dernière. Mais d'une part, ces unités n'ont de brigades et de divisions que le nom. Il est probable par exemple que la première division n'ait plus à disposition que les effectifs d'une brigade, soit autour de 3000 hommes, au lieu des 10 000 théoriques. Des forces stationnaires squelettiques qui permettent tout juste de tenir le secteur, mais certainement pas d'envoyer une force opérationnelle à l'ouest d'Alep. Ceci dit, le commandement de l'AS n'a pas été sans réaction. Des renforts ont été transférés dans le secteur bréché, comme le prouve cette vidéo du 27 novembre, montrant dans la partie ouest d'Alep des éléments de la 25e division. Probablement son 78e régiment blindé, et qui a combattu à Khan al-Assal, comme le démontre la présence dans cette localité, d'un T-55 et de ce 2S1 Gvozdika abandonné, portant tous deux le camo typique de la 25e division à 3 tons, avec une couleur verte dominante, tachetée de marron et de jaune sable. Ont été envoyés également pour colmater la brèche une fraction de la 3e division blindée, et surtout des milices locales, que ce soit des FDN ou le régiment Al-Imam Al-Ouja, une milice créée par le Hezbollah parmi la communauté chiite de Nobel et Zahra. Gregory Waters a identifié 14 tués de cette dernière dans les combats à l'ouest d'Alep. Mais rien qui ne soit de nature à constituer une ligne d'arrêt et inverser la tendance sur le terrain. Et cela parce que le commandement de l'AS n'a pas su non plus prendre la mesure de ce qui se passait et réagir en conséquence. D'autant plus que l'exploitation du succès initial a été très rapide, tout s'est joué en moins de 2 jours, ce qui renvoie à la faiblesse du C2, du commande et contrôle de l'armée syrienne que j'ai décrite dans la première vidéo, parce que la chaîne de commandement se reposait trop sur des Iraniens qui n'étaient plus là en grande partie. Et j'ai lu qu'il y avait une réforme de l'armée syrienne initiée par des Russes depuis 2016 qui avait provoqué une sorte de centralisation et un éloignement du front des chefs de brigade et de division qui, postés à Alep, étaient en fait moins au fait de la situation sur le terrain. Alors, l'autre raison de l'effondrement rapide de l'AS, c'est l'action des drones de la brigade Shahin qui a fortement perturbé le déploiement des loyalistes, comme l'illustre cette vidéo qui montre un UAV lanceur de mini-bombes menant une attaque de harcèlement à Kafarnaha contre une colonne dont je peux affirmer à partir de la géolocalisation qu'elle est en train de battre en retraite vers Alep sur la route 60 entre Atarib et la capitale régionale. Une attaque de harcèlement dont ce Gaz-66, un camion soviétique des années 60, va faire les frais.
Vous pouvez d'ailleurs en voir ici l'effet à partir de cette image prise a posteriori montrant le même camion sous un autre angle. Ces drones s'en prennent aussi à des blindés comme ce char, mais avec un résultat qui apparaît assez limité. Enfin, autre cible de la brigade Shahin qui va participer à l'effondrement syrien, ce sont les officiers de haut rang, dont la suppression participe à la désorganisation de la chaîne de commandement de l'AS. À l'image de Kiomar Pourhachemi, général de brigade iranien des gardiens de la Révolution, qui est tué dans la journée par un drone à Alep. A noter qu'au cours de l'avancée, un droniste russe a été tué, on a une caisse de drones explosifs qui a été retrouvée dans sa voiture, preuve que aussi du côté des forces du régime, on utilise cette technologie, mais de manière moins massive. En tout cas, cette nouvelle progression est marquée par son lot de prises, comme cet obusier automoteur de Z5 Vostika ou ce D30 abandonné. Cette vidéo est intéressante car elle montre un Saphir, qui est une Jeep iranienne abandonnée avec un drapeau de la brigade Zainabium, ce qui démontre la présence dans ce secteur de la brigade de Pakistanais chiites formée par l'Iran. Cela montre aussi à quel point le régime d'Assad reposait sur l'aide étrangère pour se maintenir. L'autre fait du jour est que l'offensive des rebelles, jusque-là concentrée dans le secteur ouest d'Alep, s'élargit vers le sud avec une attaque des rebelles dans la zone de Sarakeb. Les villages de Jobas, de Kafer Batik et de Dadik tombent sans grand combat, puisque l'on a ces images filmées par un drone rebelle montrant la fuite d'une trentaine d'hommes du régime, probablement de la 11e division blindée, qui était chargée de défendre Dadik. Une localité qui est ensuite occupée par les Ouzbeks du groupe Atawid Wahal Jiwad, mettant la main sur ce stock d'armes abandonné. Alors encore une fois, malgré la mise au pas de HTS, il persiste dans la poche d'Idlib plusieurs groupes autonomes ayant plus ou moins le statut d'alliés, comme ce dernier, ou bien encore le fameux Parti islamique du Turkestan, le PIT, constitué de Ouïghours dont plusieurs milliers se sont installés avec leurs familles en Syrie, notamment à Aria, situé à seulement à 10 km à l'ouest de Dadik, ce qui explique que le lendemain soit publiée cette vidéo montrant des troupes de ce groupe participant à la prise de la localité. Notez la qualité relative de l'équipement individuel avec notamment des casques, ce qui n'est normalement pas l'habitude de ce groupe djihadiste. En revanche, les combats sont plus âpres à Sarakeb, centre névralgique de la défense royaliste qui a été l'objet d'importants combats en 2020 et qui est gardé par des éléments de la 25e division et du 5e corps, des unités des plus solides de l'AS. Cette vidéo, tournée a posteriori, montre que ce dernier entretenait dans la ville un réseau de tunnels souterrains. Alors, les combattants rebelles parviennent à pénétrer dans la ville, ce qui est symbolisé par cette vidéo montrant un IMV défonçant un mur d'une position défendue par l'AS, tandis que cette autre vidéo montre l'un des rares blindés utilisés par les rebelles s'enfoncer dans la ville. Il s'agit d'un BMP-1 qui s'est vu amputé de sa tourelle pour être transformé en un simple APC. Mais à la fin de la journée, Sarakeb n'est toujours pas sous le contrôle des rebelles. Il n'empêche que toutes ces attaques aboutissent à la prise de presque 300 km² supplémentaires, soit 4 fois plus que la journée précédente. Une augmentation du rendement de l'offensive qui montre une montée en puissance de l'attaque des rebelles, aboutissant également à la coupure en 3 endroits de la M5, route stratégique, véritable colonne vertébrale du pays reliant Alep à Hama et Damas, ce qui isole davantage les forces d'Assad basées à Alep. C'est d'ailleurs sur cette M5 qu'ont été capturés ces 2 militaires de l'AS. On reconnaît ici le pont situé à 12 km au sud-ouest de la capitale régionale. C'est à ce moment que j'ai commencé à regarder d'un peu plus près la situation en Syrie que j'avais lâchée depuis 4-5 ans. Car on sentait qu'il se passait quelque chose, la progression de HTS paraissait trop simple. Alors cependant à ce moment je pensais que c'était parce que les rebelles bénéficiaient d'un effet temporaire de la surprise et d'une présence moins grande du Hezbollah monopolisé dans le sud du Liban et que finalement on allait assister à un ressaisissement de Damas qui allait envoyer dans le gouvernorat d'Alep des renforts. Tout au plus, les rebelles atteindraient Alep, dans quel cas on aurait une seconde bataille de la ville après le siège de 2012 à 2016. Mais est-ce que les rebelles avaient les reins suffisants pour s'emparer de la deuxième plus grande ville du pays avec son million d'habitants? Pas sûr. Je rappelle qu'une ville, c'est une forêt de béton qui est plus facile à défendre qu'à prendre. L'AS aurait pu d'ailleurs très bien en faire un môle défensif, et c'est au contraire très consommateur en force pour l'attaquant. Vous comprendrez alors que les nouvelles du lendemain m'ont beaucoup surpris. En effet, le 29 novembre, les rebelles poursuivent leur avance encore plus rapidement que la veille, malgré l'aviation russe qui multiplie ses frappes. On voit ici les hommes de Joulani à Taladia, à l'est de la M5, sur la principale voie du village où ce BMP-1 semble avoir été abandonné par l'AS.
Non seulement la ville de Sarakev finit par tomber dans la journée, mais les rebelles poussent des pointes jusqu'à Cheikh Idriss, Islamine, Ader et Sabakia, soit une avancée allant jusqu'à 10 km. Une progression relativement rapide qui donne lieu à ce genre de scène pour le moins surprenante, alors que je n'ai pas réussi à géolocaliser précisément. Celle d'un BMP rebelle qui surprend un déploiement de troupes loyalistes, probablement des milices pro-iraniennes puisqu'on observe un Saphir, c'est une Jeep iranienne, équipée d'un M40, un canon anti-char sans recul, un armement assez léger contre lequel le BMP préfère jouer de la vitesse et écraser le Saphir plutôt que de tirer dessus, et il en fait de même pour le second groupe, peut-être donc par manque de munitions. Ici, ce sont carrément 2 D-30 qui sont capturés à Abad, ce qui était l'un des objectifs des rebelles, je le rappelle, faire cesser les tirs de l'artillerie d'Assad en la repoussant. Bon bah là c'est encore mieux, puisqu'ils se contentent pas de la faire reculer, ils s'en emparent directement. Mais le fait majeur de la journée se déroule à Alep même. Durant la matinée, les forces rebelles s'approchent progressivement jusqu'à la lisière de la ville. Les vidéos des rebelles observant de loin un panorama d'Alep se multiplient, comme ici, où l'image est prise depuis Mansoura et montre les abords du nouveau quartier d'Alep, situé à l'est de la ville. On ne peut pas dire que les accès de la capitale du gouvernorat soient énormément défendus, comme en témoignent ces images d'un drone tourné depuis le nœud routier situé au sud-ouest de la ville, et qui harcèle les quelques points défensifs tenus soit par des hommes de la 25e division, ou les restants de la 30e. Mais on ne voit aucune position défensive aménagée, juste un blindé et un groupe d'hommes utilisant le relief urbain pour s'abriter. L'étau se resserre en début d'après-midi, on enregistre les premières entrées dans la ville, comme ici, à l'entrée du nouveau quartier d'Alep, juste à côté de la mosquée Zayn al-Abidine, sur l'un des principaux boulevards de la ville qui mène jusqu'au centre-ville. Il en est de même ici, où on voit des rebelles franchir le checkpoint sur la M5, qui fait office d'entrée dans la ville, située juste au-dessus du carrefour routier. Ou encore comme ici, où cette fois on est en plein milieu du nouveau quartier d'Alep, où même si je n'ai pas le moyen de le prouver, j'ai l'impression qu'il s'agit d'Inrimassi, ces groupes de combattants légers qui précèdent le gros de l'attaque. Je vous renvoie à ma première vidéo où j'explique en quoi consiste cette troupe spécialisée. Pour s'emparer d'une ville, il existe généralement 2 tactiques qui sont très bien expliquées dans cet ouvrage de Frédéric Chameau et de Pierre Santoni, L'ultime champ de bataille, combattre et vaincre en ville. La première, c'est celle du coup de poignard, c'est-à-dire que vous jouez de la vitesse. Il s'agit d'entrer rapidement par quelques axes principaux à l'intérieur de la ville et vous emparez des centres névralgiques de la ville avant que la défense, plus ou moins chancelante, n'ait le temps de réagir. Et puis il y a la deuxième tactique, c'est celle du bouclage. C'est-à-dire, comme son nom l'indique, qu'il s'agit de boucler la ville. Alors attention, pas de l'encercler, il faut laisser une voie d'évacuation et exercer une pression de toutes parts sur la ville, de sorte que les défenseurs sont dans l'incapacité de la défendre et sont obligés de l'évacuer. Ce qui veut dire que vous n'êtes pas obligé de prendre la ville rue par rue, épargnant sa destruction et par la même occasion de nombreuses pertes, comme ça a été le cas lors du siège d'Alep entre 2012 et 2016, où Bachar Assad a fini par s'emparer d'Alep, mais au prix de la destruction d'une partie de la ville et de nombreuses pertes de part et d'autre. Dans le cas d'Alep, les rebelles là ont clairement opté pour la tactique du coup de poignard. Sûrement parce qu'ils ont senti la fragilité de la défense du régime depuis 2 jours. Ils ne prennent donc pas le temps de boucler la ville, ils rentrent directement à l'intérieur de la métropole par l'est. Un choix qui s'est avéré le bon car, à part quelques combats retardateurs sporadiques, il s'avère effectivement que les loyalistes n'aient pas l'intention ou les moyens de défendre la ville rue par rue comme l'ont fait les rebelles entre 2012 et 2016. Si bien que durant l'après-midi, on a eu la multiplication de vidéos montrant des rebelles progressant vers le centre de la ville et circuler dans une relative quiétude. Comme ici, dans le boulevard de Darataza, l'un des principaux axes de circulation d'Alep que l'on avait déjà vu tout à l'heure, avec ici la mosquée Zayn al-Abidine. Là, c'est un char des rebelles près du stade d'Alep que l'on voit en arrière-plan et qui progresse vers le nord de la ville alors qu'il n'est qu'à 2 km du centre de celle-ci. Cette vidéo du groupe Nour al-Dizinki montre qu'il y a quelques destructions, mais globalement, les bâtiments restent intacts et les combats semblent avoir cessé. Sur cette autre vidéo du même groupe, on voit des hommes porter un bandeau rouge, preuve qu'il s'agirait des membres des forces spéciales de HTS, les Al-Saïb al-Amra, spécialisés dans l'infiltration et dans le combat en profondeur. En fin de soirée, comme le montre le soleil couchant sur cette vidéo, qui se déroule sur la place où se dresse la statue équestre d'Hafez al-Assad, père de Bachar et fondateur du régime, mort en 2000,
Les rebelles continuent de s'enfoncer dans la ville, et en début de soirée, la nuit est tombée, ces derniers atteignent l'université et entrent dans la citadelle, le cœur historique de la capitale du gouvernorat. Et même si les rebelles ne contrôlent pas encore la partie est de la ville, on constate que les combats ont plus ou moins cessé. Nous n'avons pas des hommes qui sont sur le qui-vive, mais ils ont l'air plutôt détendus et plus préoccupés à fêter leur victoire. Il semble que les loyalistes aient déjà évacué le restant de la ville. En revanche, outre les scènes de liesse, commence un processus qui va se répéter dans chaque ville prise, la purge des symboles du régime. Les portraits d'Assad ou des membres de sa famille sont détruits, il en est de même des symboles iraniens, et les statues sont déboulonnées. Attends, là, que je comprenne bien. Alep, que les forces loyalistes ont mis 4 ans à reprendre au prix d'un combat urbain acharné de dizaines de milliers de morts, vient de tomber là, en moins de 24 heures et sans être défendu. Ah ouais, donc là il se passe vraiment quelque chose, c'est un énorme coup pour HTS. Et ce qui est fort, c'est que de l'aveu même d'Al-Amawi, c'était quelque chose qui n'était même pas attendu par la direction de HTS. Ça n'était d'ailleurs pas plus par Ankara, puisque pour la Turquie, ça devait être qu'une opération destinée à constituer une pression sur Bachar al-Assad pour qu'il agisse en fonction des intérêts de la Turquie. Mais cette prise inattendue d'Alep, eh bien, ça a forcé Ankara à réagir et appeler une cessation des hostilités, bien qu'en même temps elle actionne l'ANS pour embrancher le mouvement et ne pas être laissée de côté. Ce qui est sûr, c'est que la prise d'Alep, la deuxième plus grande ville du pays, représente à la fois un énorme défi politique avec toutes ces minorités que la ville compte, et en même temps un changement de perspective dans la guerre. Le 30 novembre, Bachar al-Assad est de retour de son voyage à Moscou. Une fois arrivé à Damas, il ne peut que constater la perte d'Alep. Ses troupes ont évacué la région et se sont repliées vers le sud via Safireh. En attendant, la purge des symboles continue à Alep, comme cette statue d'Hafez Assad dont on a parlé tout à l'heure et qui est renversée. Il s'agit également de montrer qui sont les nouveaux maîtres de la ville. Les rebelles s'exhibent donc dans les bâtiments officiels du régime vaincu, comme ici à gauche, au siège de la police d'Alep, ou bien dans le palais du gouverneur à droite. Mais également dans les lieux symboliques de la capitale régionale, comme ici la fameuse porte de la citadelle qui est un concentré d'histoire, allant de la période séleucide au Moyen-Âge en passant par l'époque romaine et byzantine, avec entre autres un amphithéâtre. Une conquête de la deuxième plus grande ville du pays que HTS va devoir donc digérer. Petite exception cependant, les deux quartiers de Cheikh Massoud et de Ashrafiyeh, qui est tout comme la mince bande de Tal Rifat, déjà contrôlés depuis des années par les Kurdes du YPG, dans le cadre d'un accord avec le régime d'Assad. Des Kurdes avec lesquels HTS a été en guerre. Mais c'est là qu'entre en jeu l'action politique de la direction de HTS qui parachève sa victoire militaire et l'inscrit dans le long terme. On a parlé dans la précédente vidéo du facteur de supériorité opérationnelle nommé la coopération. Et bien la veille, Abou Mohammad al-Jolani diffuse un message destiné à rassurer les minorités d'Alep, mais aussi les anciens partisans du régime ayant fait défection. Les dirigeants de HTS entament un dialogue avec les Kurdes, qui cependant se mobilisent et profitent de la déroute des loyalistes pour occuper plusieurs positions abandonnées, comme la zone industrielle de Sheikh Najar, tandis que les FDS, depuis Raqqa, tentent d'établir un corridor allant jusqu'à Alep et même Tal Rifat, en occupant d'abord la rive occidentale du lac Assad, puis l'aéroport militaire de Kouérès. On voit là un convoi kurde entrer dans ce dernier. On peut constater la forte présence de Humvee, preuve de l'aide américaine apportée à ces derniers dans le cadre de la lutte contre l'État islamique depuis plusieurs années. Ils en font de même à Tel Haran, que l'on voit ici à gauche, et avec l'aéroport international, comme on le voit ici à droite, avec cette vidéo prise depuis le tarmac. Au-delà d'établir un corridor pour permettre le renforcement des FDS à Alep, mais aussi l'évacuation des territoires plus au nord, le but de cette manœuvre est probablement aussi de s'emparer des dépôts d'armes abandonnés par les loyalistes, très convoités par les Kurdes pour de futures luttes présumées dans un avenir qui est pour eux très incertain. C'est pourquoi ils ne s'y maintiennent pas, et une fois les stocks pillés, ils se retirent et laissent le champ libre aux combattants de HTS, qui occupent les territoires situés au nord-ouest d'Alep, le long de la route qui mène jusqu'à Azaz, notamment les communautés chiites de Nouboul et Zahra, bastion des loyalistes, point d'appui du régime lors de sa reconquête en 2015, et où a été prise cette vidéo d'un convoi du Hezbollah à peine une semaine avant le début de l'offensive, mais qui semble là avoir été amadoué par HTS, qui a sûrement dû donner des gages de sécurité et de tolérance à leur égard.
Mais celle qui profite le plus de cette déroute en ce 30 novembre, c'est l'ANS, l'armée nationale syrienne, restée en retrait jusque-là, mais qui, pour ne pas être laissée au dépourvu, embraye le mouvement et s'empare des espaces évacués par les troupes d'Assad, mais aussi, et surtout, ceux contrôlés par les Kurdes, à commencer par justement cette bande de Tal Rifat. Vous pouvez voir là une colonne de l'ANS progressant dans ce territoire. Vous aurez remarqué que l'équipement blindé est bien plus important que dans les rangs de HTS. Des M113, des ACV-15, merci la Turquie, hein. Tandis que là, on observe des miliciens de l'ANS devant la porte de Deir Jamal où a été abandonné ce 2S1 Gvozdika par la 3e division blindée, qui a laissé derrière elle également cet ensemble de BMP-1 à Tal Rifat. Mais c'est surtout au nord-est d'Alep, depuis Al-Habab, que les milices pro-turques se sont enfoncées le plus profondément. On les voit ici s'exhiber sur un autre 2S1 Gvozdika, abandonné alors soit par la 1e ou la 3e division blindée basée dans ce secteur, mais qui ne sont quasiment pas intervenus dans la bataille d'Alep, probablement faute de capacité, et qui se sont retirés vers le sud. Ces miliciens pro-turcs parviennent jusqu'à la M4 que l'on observe ici et investissent QRS, où on les voit ici exhiber un BTR-70M capturé, et surtout son aéroport militaire qui avait été évacué par les Kurdes la journée même. D'ailleurs, écoutez bien le son. Et là, c'est celui d'un drone qui est utilisé pour filmer. Preuve s'il en fallait que le drone est complètement intégré au point de l'utiliser aussi pour de simples vidéos de revendication. C'est dans cet aéroport qu'on a pu observer toute une série d'images publiées le 30 novembre et le 1er décembre sur l'équipement abandonné par l'AS, alors essentiellement aérien, non saisi par les Kurdes, et dont j'en reparlerai en détail tout à l'heure. Alors jusque-là, on a beaucoup parlé d'Alep et de ses environs. Mais un autre épicentre de l'offensive se développe au sud de la région d'Idleb, resté calme jusque-là, mais où HTS lance une attaque ce 30 novembre à partir d'un axe Sarakeb plein d'Al-Gab. Un assaut qui va porter les rebelles jusqu'à 50 km en moins de 24 heures. Un effondrement de la résistance des troupes gouvernementales qui s'explique en grande partie par leur retrait, car la chute d'Alep et celle de Sarakeb ont rendu leur position intenable. Si bien que le patchwork d'unités, Gregory Waters évoque entre autres des éléments des 2 corps d'armée formés par les Russes depuis 2016, le 4e et le 5e corps, mélange de milices et de formations régulières, ça serait trop long à expliquer ici, se retire vers Hama, situé à 60 km au sud, par la M5 ou via l'aéroport d'Abu Dour, tandis que celle d'Alep se replie vers Khan Nasser. D'où les nombreuses vidéos publiées ce 30 novembre montrant les troupes du régime emprunter les grands axes et se diriger à toute vitesse vers le sud pour se réfugier dans la capitale du gouvernorat, comme par exemple ici à Souran et là dans la ville voisine de Taïbat al-Imam. Une retraite assez désordonnée puisque certaines unités loyalistes tombent face aux rebelles durant leur décrochage et c'est à ce moment qu'est occasionné l'essentiel des quelques pertes des deux côtés, dont un général de brigade côté pro-Assad. Pour les rebelles qui les talonnent, il ne s'agit donc plus que de progresser avec prudence, même si les groupes légers vont s'en donner à cœur joie, d'où la longue litanie des localités capturées par les insurgés dont les noms ont été égrenés au fur et à mesure de la journée, à commencer par l'important nœud routier de Maharat al-Numan, qui avait fait l'objet d'intenses combats en 2020, et où a été tournée cette vidéo montrant l'arrivée dans la ville d'une colonne de rebelles, précédée d'un char T-72 Oural. A partir de là, les rebelles peuvent progresser vers l'est, et s'emparent de Sinjar, où ce jeune homme se filme devant encore un autre char abandonné, un T-72 AV cette fois-ci, et l'aéroport d'Abu Dour, considéré comme une position forte de ce qui aurait pu constituer une seconde ligne pour l'AS, et où les rebelles ont exhibé ces prisonniers comme un trophée, raison pour laquelle j'ai décidé de flouter leur visage. À partir de Maharat al-Numan, les rebelles remontent la M5 progressivement en direction de Hama, occupant les localités traversées, à commencer par Khan Sheikhoun, où 5 ans auparavant, ce journaliste russe filmé sur un pick-up de l'AS qui venait de reprendre la localité, devenue depuis une véritable base arrière des milices chiites pro-iraniennes, raison pour laquelle ces rebelles sont tombés sur ce bâtiment, visiblement occupé par des Afghans de la brigade Fatimide, comme on atteste la présence de leur drapeau sur le mur. Vous avez ensuite les communes de Kafr Zita, de Latamina et El Faya en fin de journée. Si bien que dans la soirée, certains éléments rebelles parviennent même à pousser une pointe jusque dans les quartiers nord de Hama. Mais je n'en dis pas plus puisque cette bataille de Hama sera justement l'objet de la prochaine vidéo. Mais il y a un dernier point que je voulais aborder avec vous dans celle-ci, c'est celui du matériel abandonné par l'AS.
En effet, ce phénomène, alors surprenant au premier abord, mais que l'on va expliquer, a pris une telle ampleur que finalement la quasi-totalité des pertes des loyalistes est représentée non pas par des destructions, qui restent infimes, mais par des équipements abandonnés. Le compte XLMustech, dont je vous ai mis le lien dans la description, s'est amusé à comptabiliser chaque jour les pertes que l'on pouvait observer en open source, et qui ne faisaient que s'accroître de jour en jour. Pour ne prendre l'exemple que des chars et des blindés BMP, 2 chars et 2 BMP sont perdus le 27 novembre, ce sont ceux que l'on voit ici dans la base du 46e régiment. Le 28 novembre, ce sont 5 BMP et 12 chars de différents types, comme ce T-55 abandonné à Khan al-Assal, 21 chars et 13 BMP le 29 novembre, 36 chars et 11 BMP rien que le 30. Vous voyez ici un dépôt d'armes abandonné situé à proximité de la prison d'Alep dans lequel on observe un T-55, puis un Brem, c'est-à-dire un char de dépannage, un premier, puis un deuxième BMP-1 et sur la gauche encore 2 autres chars T-72 AV. Et tout cela sans parler des autres types d'équipements comme l'artillerie, à l'image de ces 2 obusiers D30 et M46, les canons automoteurs 2S1, les lance-roquettes multiples BM21, ou ici un BM27 Ouragan, les engins de défense anti-aérienne comme ce ZSU Shilka, un S-125, ou ce Pantsir dont Damas en possédait 40 fourni par la Russie. La prise de l'aéroport de Kouérès à l'est d'Alep ajoute son lot d'équipements aériens comme ces avions MiG-23, ou du moins ce qu'il en reste. Cette vidéo prise dans cet aéroport le 1er décembre nous montre dans l'un de ses hangars un L-39 Albatros, qui est un avion d'entraînement tchécoslovaque des années 70 à 90, très répandu dans le monde et dont l'armée de l'air syrienne en possédait une 60aine et qu'elle utilisait comme avion d'attaque au sol, raison pour laquelle juste à côté est stocké tout un parterre de roquettes de 80 mm. On observe également ici, devant l'un des L-39 Albatros, un Ababil 3 qui est un drone de reconnaissance iranien. Bref, un abandon endémique d'équipement qui peut s'expliquer par plusieurs facteurs. Tout d'abord, un faible MCO, un maintien en combat opérationnel. L'état mécanique des engins de combat, dont la quasi-totalité est d'origine soviétique, est désastreux. Je l'ai déjà dit dans la première vidéo, l'AAS est livrée à elle-même depuis plusieurs années. Peu de fournisseurs de pièces détachées disponibles, la Russie est monopolisée par la guerre en Ukraine, et de toute façon le régime syrien n'a pas l'argent pour les payer. Le matériel n'est donc tout simplement plus entretenu, ce qui oblige l'AAS à cannibaliser une partie de son équipement pour en faire fonctionner une autre. D'où les engins abandonnés dans les dépôts en grand nombre, comme ça, en randonnion, parce qu'ils ne sont plus en état de marche, transformés pour beaucoup en engins d'honneur. Quant à ceux retrouvés sur la route, ce sont peut-être aussi des engins qui ont été victimes de problèmes mécaniques mais que la logistique loyaliste est incapable de réparer, ni même de récupérer. Autre problème, c'est le manque de carburant. Entre les faibles réserves dues à l'impossibilité du régime d'importer du pétrole en raison des sanctions internationales et le trafic organisé par les officiers qui vendent sur le marché noir le carburant ponctionné sur leurs propres unités, la pénurie a sûrement cloué une bonne partie du parc roulant de l'armée arabe syrienne et fait tomber en panne d'essence pas mal d'engins. Enfin, une dernière explication, c'est tout simplement l'abandon par panique. Des hommes qui n'ont pas envie de mourir préfèrent lâcher leur blindé plutôt que d'y laisser leur peau. C'est donc un matériel qui va pouvoir être récupéré par les rebelles dont le parc blindé est, je le répète, assez réduit. Le pick-up et la moto restent les moyens de transport les plus courants. Alors évidemment, a posteriori, on peut se dire que ces engins blindés ne vont pas servir beaucoup, étant donné la rapidité de l'effondrement du régime. Mais si on se place dans la perspective du 30 novembre, qui était encore celle d'un conflit prolongé, là en revanche, ce matériel capturé représente un apport capacitaire considérable pour HTS. Alors, j'ai vu beaucoup de personnes rétorquer que ce butin était parfaitement inutile puisque les rebelles n'auraient pas eu les compétences pour les piloter. Alors, je suis d'accord pour les hélicoptères et les avions de combat qui demandent un niveau de compétence assez élevé, et de toute façon, comme il y a une grande partie des aéronefs qui sont dans un piteux état, à l'image de ce MiG-23 que l'on aperçoit dans une vidéo prise le 30 novembre à la base de Kouérès, mal entretenu et incapable de reprendre le vol, ou carrément transformé en donneur de pièces détachées, et en grande partie cannibalisé. Mais pour le reste, je le suis pas du tout, car non seulement le matériel soviétique a l'avantage d'être d'un apprentissage facile, mais surtout, les rebelles comportent beaucoup d'anciens soldats de l'armée arabe syrienne dans ses rangs, et qui sont donc tout à fait capables de les réemployer.
En tout cas, on vérifiera dans la prochaine vidéo si les rebelles vont réinvestir ce matériel. Une vidéo qui sera centrée sur la bataille de Hama, le moment clé décisif de ces 12 jours d'offensive. J'espère que cette seconde vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à la partager et à la commenter. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer cette prochaine vidéo sur la bataille de Hama. Et d'ici là, longue vie et prospérité.